Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live, une nouvelle interview, Live Your Dharma, vivre son Dharma, avec ce soir Anne d'Alençon. Je vais attendre un instant qu'elle se connecte. Je me réjouis de vous retrouver pour ces interviews qui me nourrissent de plus en plus. Vraiment, j'adore faire ces interviews. J'adore voir vos retours. Coucou Anne, tu peux m'envoyer une demande pour rejoindre le live par vidéo. Oui, j'aime vraiment de plus en plus faire ces interviews, donc je vais continuer. Hop. Je suis déjà en train de prévoir celle de 2022, tout est calé pour la fin de l'année. Alors, la voix du soir. Hello Anne. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ouais, bien, tu t'es mis en jambe? Ouais, ça va. Je me suis mis en mouvement et tout ça. Génial, génial. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai vu cette vidéo, je disais, ah ouais, ça, c'est comme ça que je me sens à l'intérieur. Tellement. J'ai adoré. Ouais, je savais qu'on était en phase. Je me doutais que ça allait être un bon fit. Bon, génial. Je suis contente de te voir ce soir Moi aussi. et de passer ce C'est moment toute avec belle. toi pour parler de ces sujets qui nous parlent tout autant à toutes les deux, je crois. Carrément. Ouais. Et puis, ben, ouais, on va commencer direct. Anne et moi, on se connaît sans se connaître. On s'est rencontrés l'année dernière dans une formation de coaching. On a fait pas mal de travail en binôme pendant cette formation. Et voilà, Mhm. on est resté en contact depuis. Les réseaux sociaux aident grandement. Et c'est chouette. C'est pour ça que moi, j'aime bien rappeler qu'il y a, il y a des mauvais côtés aux réseaux sociaux, mais moi, j'en trouve plein de super positifs, notamment de pouvoir rester en contact avec des personnes avec qui on se sent sur la même longueur d'onde. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, pour avoir ces conversations, donc ce soir, on va parler dharma à nouveau. Toujours cette même thématique de chemin de vie, de mission d'âme, de pourquoi, de vivre en accord avec soi-même, ses aspirations, sa vérité, ce qui nous fait vibrer. Et donc, on va utiliser, illustrer tout ça avec le parcours de vie d'Anne. Et donc, Ok. ben, Anne, je vais te laisser te présenter en commençant par qui es-tu, Anne? Qui je suis? Qui es-tu? Vaste question. Mhm, J'aime bien dire déjà que je suis une humaine parfaitement imparfaite mhm, parce que pour moi, c'est vraiment important. Tu vois, cet aspect-là de juste pouvoir s'accueillir pleinement tel qu'on est et dans toute notre lumière et en même temps dans toute notre ombre, dans tous nos défauts et nos qualités. Donc voilà, je suis une humaine dans cette recherche-là, sur ce chemin-là, de pouvoir de plus en plus m'accueillir. Et je crois que la recherche, c'est vraiment quelque chose qui me définit dans le sens où je suis en recherche un peu à tout niveau dans ma vie, en recherche de toujours aller peut-être au plus proche de ma vérité, que ce soit par exemple dans ma maternité avec mon fils, que ce soit professionnellement, que ce soit dans mes processus personnels, dans mes relations. Donc, je suis maman aussi, qui est aussi une grosse part. Je suis praticienne et formatrice en Theta Healing, une technique qui commence à être de plus en plus connue ici en France et qui est assez connue dans le monde entier depuis une dizaine d'années, on va dire. Permet d'aller déprogrammer, reprogrammer l'inconscient. mhm. Je suis une amie, une sœur, une fille aussi, et beaucoup de choses encore. Génial, génial, génial. Ouais, tu nous reparleras du Theta Healing parce que j'ai eu la chance de faire un module de formation avec toi et c'était passionnant, passionnant, passionnant. Euh, moi, ce thème de la quête, de la recherche, ça me parle beaucoup aussi parce que bah, je suis constamment en quête de quelque chose aussi. C'est intéressant parce que justement, dans le coaching que je propose autour du Dharma aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les archétypes. Et un des archétypes, en tout cas dans cette formation que j'ai faite, c'est alors c'est en anglais the researcher, mais celui qui recherche, quoi. Donc Ouais, voilà, on n'est pas tous forcément comme ça. Mais c'est quand ouais, même rigolo parce qu'en tout cas, dans toutes les personnes que j'interviewe, ce thème de la quête revient beaucoup. ouais.
Ça revient Ouais. beaucoup. Euh, Génial. Donc, tu nous as déjà dressé un petit portrait. Mhm. Est-ce que tu as envie justement de préciser un petit peu sur ce que tu fais après qui tu es? Parce que c'est rigolo de voir qu'en fait, quand on demande qui on est, on passe très rapidement à qui on fait. En fait, on se définit souvent Ouais. par ce qu'on fait. Donc, ce que je fais, tu veux dire à plusieurs niveaux ou professionnellement Ouais, bah, peut-être plus ou ce que professionnellement, j'entends? Ouais, revenir un petit peu sur le professionnellement. detailing, et peut-être sur le Ouais, coaching aussi, enfin tout ce que ouais. tu proposes aujourd'hui. Comment tu, ouais, comment, ouais, qu'est-ce que tu fais? Et la question d'après, je te l'ai dit, c'est en fait qu'est-ce qui t'anime derrière? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Ouais, ok. Ce que je fais aujourd'hui, là, c'est-à-dire ici, maintenant, je propose des formations et des séances de detailing principalement. Je me suis formée au coaching, mais je propose pas encore vraiment des espaces de coaching. C'est encore quelque chose que j'affine en moi parce que j'ai beaucoup de detailing qui est présent. Donc voilà, c'est un chemin pour moi de vraiment intégrer aussi le coaching dans ma pratique, etc. Qui vont de pair, Dans hein, le detailing, qui vont ouais, clairement de carrément. pair. Et pour avoir Ouais, expérimenté des séances de detailing avec toi, ouais. c'est une forme de coaching aussi, moi, je trouve, en fait. Donc, ouais, c'est vrai, C'est- c'est vrai. Et je me rends compte que de plus en plus, inconsciemment, je le fais en fait. Je coach aussi dans mes séances, mais c'est vrai que le coaching, tu vois, c'est vraiment aussi l'action. Qu'est-ce que je fais, comment je crée, et le detailing amène plus la transformation, la guérison. Donc c'est vraiment une belle combinaison. Et j'avais eu cette réflexion que c'est vraiment aussi le côté masculin, tu vois, du coaching, c'est un peu c'est l'action, le masculin, et le detailing, c'est le féminin, en tout cas la façon dont je le pratique, qui amène cet amour, cette douceur pour pouvoir permettre la guérison et la transformation. Mhm. Donc, ouais, c'est Qui ça, permettra c'est quelque cette chose, mise en action. tout à fait, ouais. Ouais. C'est quelque chose que je suis en train affiner, pardon, dans ma pratique. Donc, pour l'instant, c'est surtout des formations en detailing, des séances individuelles en detailing. Mhm. Donc, qu'est-ce que je fais dans le detailing? Je crois que j'accompagne les personnes à pouvoir comprendre leur passé, comprendre leur passé dans le sens de leur enfance, comprendre ce qu'elles ont pu vivre, peut-être de blessures, de traumas, pour pouvoir les intégrer et après pour pouvoir vraiment se réaligner avec qui elles sont profondément, avec leur essence et pouvoir après partager leurs dons et leurs talents pour pouvoir contribuer euh, au changement, contribuer à un meilleur, un monde meilleur et plus beau. C'est les mots que j'avais trouvés, j'avais fait une recherche par rapport à ça et c'est vraiment les mots qui m'étaient venus. Et après, j'ai déjà fait aussi, avant le confinement, je faisais des cercles aussi et j'adore faire des cercles. J'adore cet espace du cercle où on est tous assis au même niveau et où on peut se déposer. Donc en général, je faisais des thèmes et les gens se déposaient. Et après, je faisais un petit soin detailing en fonction de voilà des besoins du groupe. Et ça, j'adore. Et j'ai envie de le refaire et aussi en ligne et aussi en présence. Et voilà pour ce que je fais. Hmm. Et du coup, est-ce que tu saurais dire ce qui t'anime en fait derrière tout ça en fait? Pourquoi tu fais ce que tu fais et du coup, bah, comment tu définis ton dharma? Parce qu'en fait, le dharma, c'est vraiment ça. C'est pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est quoi cette petite flamme à l'intérieur qui nous fait aller de l'avant dans Ouais. les activités, les actions qu'on met en place, quelles qu'elles soient? Donc, je t'avoue, j'ai pensé à ça. Tu vois, cette question du dharma, là, c'est justement aujourd'hui, bien sûr, en perspective du live. Et je crois qu'il n'y a pas qu'une seule perspective pour moi, tu vois. Mhm. Il y a plusieurs perspectives. Il y a une, un aspect de mon dharma où c'est vraiment d'être moi, tout simplement. Donc, de pouvoir me libérer de toutes mes blessures, de tous mes conditionnements, de toutes les croyances qui peuvent me limiter, peut-être. Et de pouvoir être de plus en plus proche de mon essence et de qui je suis. Et je sens que, tu vois, déjà ça a un impact en fait sur mon environnement, ça a un impact sur ma famille, sur les gens que je côtoie. Tu vois, comme le dit Marianne Williamson, bah, plus je me permets d'être moi ou d'être dans ma lumière, donc plus je permets aux autres aussi de le faire. Donc c'est déjà un énorme dharma, je trouve, tu vois. Euh, Absolument. Absolument. Et c'est notre ouais, dharma à tous, en fait, c'est ça. Ouais, ouais, d'oser briller notre lumière pleinement
puisqu'ensuite il y a aussi un dharma collectif qui est que, ouais, que l'humanité monte en conscience en fait, cet éveil de conscience collectif, mais il commence par nous en fait, à l'échelle individuelle. Tout à fait. Donc tu as tout dit là Et en fait. ouais, Tu as tout dit. Allez, salut, c'est à la la semaine base, on va prochaine. dire. Et après, bien sûr, bah, tu vois, j'ai vraiment l'impression que le dharma, il prend différentes formes tout au long de ta vie, en fait. Tu vois, peut-être que maintenant, c'est à travers le theta healing qui s'exprime, mon dharma. Et donc, de pouvoir accompagner les personnes pour qu'elles puissent contribuer, tout simplement. Donc, pour qu'elles puissent être de plus en plus elles-mêmes. Et donc, une fois que tu es toi, bah, tu partages tes dons et tes talents, quoi. Et tu contribues donc au changement. Et que peut-être, tu vois, dans quelques années, ça va être autre chose, ma façon la forme que va prendre mon dharma. Donc, il y a aussi, je pense, tu vois, un dharma avec bah, mon fils, forcément, tu vois, quand on est mère, euh, d'élever ses enfants là dans tout ce qui est en train de se passer et avec la conscience qu'ils ont, parce que les enfants qui arrivent maintenant, ils ont déjà une autre conscience, et de pouvoir les élever dans la perspective du nouveau paradigme et euh, de créer quelque chose de nouveau, en tout cas de libérer de ce qui sert plus. C'est un énorme dharma. Enfin, tu vois, c'est un travail déjà de moi me déconditionner de tout ce que j'ai pu vivre avec ma mère et tout ça, et juste accepter aussi que et de me rendre compte que bon là peut-être que je dévie un peu, mais je trouve que c'est tellement important parce que bah, les enfants c'est le futur, mais de me rendre compte que la société, que la façon dont on vit notre maternité et la famille, c'est une façon très inhumaine finalement, tu vois, de se retrouver tout seul ou qu'on soit, par exemple, moi je suis mère, comment on dit, monoparentale, mais même tu vois les personnes comme toi qui sont en famille, un homme et une femme à s'occuper d'une famille, c'est énorme comme responsabilité. Et tu vois, la société, elle nous laisse vraiment, elle s'est complètement déresponsabilisée de ça. Et on dit bien, tu vois, le proverbe africain que il faut tout un village pour élever un enfant. Donc ça, ouais, pour moi, c'est une énorme part, quoi, aussi. Et quelque chose c'est un processus, tu vois, quelque chose que je réapprends parce que j'ai l'impression de ne pas avoir eu de transmission par rapport à ça. Euh, Tu vois, puisqu'on est en train de déconstruire et qu'on est en train de créer quelque chose de nouveau, bah voilà, on part sur presque sur quelque chose sur le vide qui permet que le nouveau puisse arriver. Absolument. Ouais, 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 ouais. On repart à zéro pour construire du beau, en fait. Ouais, Ouais. Mais c'est exactement ce que tu dis, en fait. Le dharma, c'est pas tant. Enfin, il peut prendre plein de formes différentes parce que finalement, c'est l'énergie que tu mets derrière ce que tu fais. Que ce soit dans ton rôle de maman, dans ton rôle de guérisseuse, ouais, dans ton rôle de coach, dans ton rôle de citoyenne au sein de cette société que tu as envie de faire évoluer. C'est ça, en fait. C'est cette énergie-là d'humanité et euh, ouais, d'humanité, c'est quoi le mot que je de cherche? conscience De aussi, non? Je crois de conscience, mettre de la voilà. conscience partout, à tout niveau dans ta vie. Voilà. C'est quelque chose que j'essaye de faire, mais voilà, je suis humaine aussi, tu vois. Il y a plein d'endroits où il y a beaucoup de travail encore, mais je crois que c'est vraiment ça, cette recherche, cette quête dont on parlait, c'est de mettre de la conscience à tout niveau. Ouais. Et de voir là où il n'y a pas de conscience et parfois juste d'accepter que bah, pour l'instant, on en est là. On en est là. Et en fait, c'est quelque chose que je redis à chaque épisode, mais de réaliser que c'est un chemin, en fait. C'est un voyage, le Dharma. C'est pas une destination. Donc, en fait, on peut toujours se rapprocher encore plus de sa vérité et affiner encore un peu plus vraiment qui on est vraiment. Et oui, et quand on atteint, tu vois, j'aime bien cette image de gravir des sommets de montagne, en fait. On gravit, Ouais, et puis après, bah, il y a peut-être du plat, on stagne, entre guillemets, et puis on remonte. Et en fait, on continue d'avancer tout le temps. Et c'est ça qui est beau, quoi. Il y a pas de, il n'y a pas de point ouais, il n'y a pas de point d'arrivée en fait, à complètement. moins d'être complètement illuminé et tel un Bouddha finir sa vie assis à méditer sous un arbre. Mais bon, on est quand même très peu, je pense, dans ce cas de figure. Ouais, Donc, je pense aussi. ouais. Alors si tu as mentionné deux, trois petites choses par rapport euh, à ta maman, par rapport au fait que tu n'avais pas reçu forcément de schéma de transmission dans la maternité. Ouais. Du coup, si on revient un petit peu sur ton parcours, est-ce que tu arriverais
à retrouver rapidement. L'idée, c'est vraiment pas de faire, tu sais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il n'y a pas de question piège. L'idée, c'est que les réponses te viennent comme ça vient. Mais est-ce qu'il y aurait des points clés dans ta vie que tu saurais nous raconter ce soir et qui, selon toi, ont été ouais, clés justement dans cette découverte de toi-même et dans celle que tu es aujourd'hui? Ouais. Il y en a plusieurs. C'est quelque chose que j'ai déjà fait beaucoup parce que bah, c'est une recherche que j'aime faire aussi, de me rendre compte, tu vois, quelles ont été les étapes. Et moi, c'est vraiment par dizaines, en fait, c'est-à-dire 0 à 10, 10 à 20, tu vois, j'ai vraiment ça, donc c'est assez facile. Parce que je suis née en 79, donc c'est plutôt facile. Mais je viens de me rendre compte dernièrement que clairement, en fait, c'est ma naissance, tu vois. Ce qui s'est passé à la naissance qui a déjà m'a déjà mis sur un certain chemin. Donc, je vais parler de ma famille. Donc, s'il y a des gens, parce que ma mère me suit, il y a certaines personnes de ma famille qui me suivent. Donc, s'ils me suivent, je vais juste donner ma perspective. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment ce qui s'est passé, mais c'est ce que moi, dans mon inconscient, tu vois, j'ai senti comme une réalité. Donc, la famille de ma maman, elle est aristocratique. Et mon père, que je ne connais pas, il était d'une autre classe sociale, tunisien. Donc, vraiment quelque chose, rien à voir avec la famille de ma mère. Et donc, ma mère, quand elle est tombée enceinte de moi, elle n'a pas dit à ses parents parce qu'elle était, je crois, très gênée et qu'elle avait honte, clairement, parce que dans ma famille, enfin, dans la famille de ma mère, il fallait se marier, tu vois, pour avoir des enfants. Et donc, elle a dit après 6 mois qu'elle était enceinte de moi. Et quand elle l'a dit, mes grands-parents ont eu peur, je pense. Enfin, ça, c'est mon interprétation. Et ils ont rejeté, en fait, sa grossesse. Donc, moi, dans le ventre, tu vois, c'est vraiment un moment qui est important. On voit ça dans le theta healing, par exemple, qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce moment-là, que tout ce que la mère peut ressentir, tu vois, ça a vraiment un impact sur le fœtus, quoi. Et donc, ma mère s'est sentie rejetée. Elle m'a dit après que elle était dans la maison sa maison familiale et dans les couloirs et qu'elle entendait ses parents qui parlaient d'elle et qui disaient ah, elle est complètement folle, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a perdu la tête. Enfin, tu vois, à cette époque-là, tu vois, une famille comme ça, très traditionnelle. Je sais pas si tu vois un peu le style, mais très fermée, en fait. Et donc, elle me disait un peu du même genre. Oui. Et donc, elle m'a dit qu'elle sentait que quand elle entendait ça, elle se gelait à l'intérieur. Tu vois, comment, il y a un autre mot, mais ouais, qu'elle gelait, quoi, à l'intérieur, qu'elle se figeait, tu vois. Et, euh, et donc, après, ils lui ont demandé de choisir entre mon papa et eux. Et elle était assez jeune, donc elle n'avait pas de ressources, donc elle a choisi ses parents. Et donc, après, bon, voilà, j'ai pas connu mon papa, etc. Mais il y a eu tout ce truc de rejet, tu vois, c'est ma grosse blessure. Et récemment, j'ai compris qu'en fait, bah, grâce à ça, le bon côté de la blessure, le côté, l'autre aspect, quoi, le côté lumière, et ben ça m'a vraiment mis sur un chemin où j'ai eu un chemin complètement hors des sentiers battus, en fait, et je me suis vraiment construite hors des conditionnements de la famille de ma mère, par exemple, hors de plein de choses, aussi pas mal hors des conditionnements de la société. Et en fait, cette blessure de rejet m'a donné une certaine force de pouvoir vraiment cheminer et avoir confiance en mon chemin, avoir confiance en mes choix très intuitifs. J'ai une façon très intuitive d'expérimenter la vie et j'ai toujours eu très confiance en ça et je sais pas d'où ça vient, mais dernièrement j'ai compris que ça venait de là en fait, que toute cette histoire ça m'avait vraiment donné une force, tu vois, et ça m'avait vraiment comme tracé un chemin et de me donner une confiance aussi en moi en fait et en mes choix, même si mes choix avaient rien à voir avec ou les choix de ma famille, ou de ma mère, ou même les choix de la société. J'ai toujours été très hors des sentiers battus, quoi. Donc ça a été un gros truc, tu vois, qui m'a vraiment construite. Quelque chose d'autre, ça a été mon voyage au Brésil. Non, bon, je vais dire juste une autre chose avant. Ça a été la première fois que je suis allée en Inde quand j'avais 23 ans, si je me trompe pas. Et je suis arrivée en Inde et un ami m'avait parlé de la méditation Vipassana. Il m'avait dit, Anne, j'ai fait ça. Je suis allée 10 jours dans un centre. J'ai pas parlé pendant 10 jours et j'ai fait que méditer. Tu vas adorer, vas-y. Et donc, je suis arrivée en Inde, à New Delhi. Et je m'étais déjà inscrite au centre. Et après, je suis allée directement dans le centre. Et ça a été ma première expérience
vraiment de contemplation, de quelque chose de très fort, de pouvoir, je sais pas si tu as fait Non, la ça fait méditation partie Vipassana ou des pas. choses sur ma to-do list, mais j'ai pas encore eu cette chance. Ouais. Mm. Donc c'est un truc, c'est assez fou parce que tu es 10 heures, enfin 10 jours sans parler, 10 heures par jour à méditer et t'as pas de livre, t'as pas de téléphone, etc. Et en fait, moi, j'adore ça. Enfin, j'ai un truc avec le silence, tu vois, et avec ce luxe, en fait, qu'est le silence, tu vois, et ce luxe qu'est d'être hors de la vie, ou tu vois, de pouvoir juste arrêter et juste être, en fait. Et ça a été assez profond. Et après, j'ai fait beaucoup de retraite, la Vipassana, et je sens que ça m'a vraiment ancré quelque chose en moi où j'ai vraiment une facilité parce que le truc de Vipassana, c'est de t'apprendre en fait à juste accepter ce qui est, tu vois, et que tout moment en fait n'est pas définitif et qui passe quoi, que c'est impermanent. Et donc ça m'a vraiment donné ça dans ma façon de vivre la vie quoi. Donc j'ai une facilité à juste accepter les choses telles qu'elles sont, tu vois, à pas m'en faire et à peut-être avoir de la résilience, j'imagine, mais ça et aussi à m'asseoir. Genre, je peux m'asseoir, tu vois, les jambes croisées par terre et rester vraiment 1 heure comme ça sans bouger. Parce que c'est aussi C'est un des trucs utile. de la. C'est Hein? utile. C'est un don qui est utile. Moi, je travaille beaucoup assis par terre aussi. Bah, non, moi, j'ai besoin de bouger les jambes. Et tu vois, la dernière fois, quand je une petite parenthèse, tu sais, comme enfin, non, peut-être tu sais pas, j'avais mis une story comme quoi je m'étais tordu la cheville. Je sais pas si ça te parle, il y a quelques semaines. En fait, c'est J'ai parce pas que vu, j'avais non? travaillé trop longtemps assis par terre et je m'étais pas rendu compte que ma jambe s'était endormie. Et quand j'ai voulu marcher, Enfin, mon pied n'a pas répondu en fait. Mais moi, j'ai avancé et du coup, bref. Donc, tu vois, si j'avais pas, si j'avais fait Vipassana, je me serais peut-être pas fait une entorse de la cheville toute seule. peut-être. Euh, Et c'est hyper intéressant tout ce que tu racontes. Et moi, il y a quand même une petite question qui me vient en tête entre cette naissance et tout ce que tu as appris de tout ça, parce que clairement, je ne peux même pas imaginer la violence de ce que ça peut être pour ta mère et pour toi mm, comme ressenti in utero. Et c'est rigolo, ça fait écho à un post que j'ai écrit aujourd'hui sur les obstacles et les challenges et comme quoi rien n'arrive par hasard en fait dans notre vie et que tout est là pour nous faire grandir, nous faire évoluer, pour nous renforcer. Et donc, bah, toi, tu as eu cette chance, ouais, allez, on va dire cette chance euh, de connaître ça avant même ta naissance, quoi. Donc, t'imagines la force et la résilience que tu as acquis dès le départ, quoi. Ouais. ouais. Euh, Après, Vas-y. vas-y. Après, j'en souris, je ris, mais j'imagine que c'était loin d'être évident sur le moment. Et c'est juste, j'aime bien dans ces interviews montrer à quel point, avec du recul et de Complètement. l'introspection et de la perspective, on arrive à voir. Mais c'est vrai, quand on est le nez dans le caca, bon, bah voilà, ça fait mal. Voilà, se dire, ah oui, non, mais là, je suis en train de grandir et d'évoluer. C'est pas ça que je dis, évidemment, ça demande du temps et voilà, et ce temps, il dépend d'une personne à une autre. Bien sûr. T'allais Non, je rebondir. suis complètement d'accord avec toi. Et j'ai envie de dire pour les personnes qui regardent et qui travaillent leurs blessures, etc., que moi, ça a pris, depuis le moment où j'ai vraiment commencé à travailler consciemment sur ça, ça a pris 10 ans. C'est pas du jour au lendemain. On peut avoir cette, tu vois, cette impatience quand on commence ce chemin de développement personnel, de travail sur soi. Et en fait, ça met longtemps et c'est couche par couche, tu vois. Et la couche racine de ma blessure, bah, il y avait plusieurs couches aussi. Ça avait tiré le gros lot. Mais ouais, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'un autre des moments clés, ça a été mon adolescence, en fait, tu vois. Quand j'étais enfant, j'étais très joyeuse et tout ça. Mais à l'adolescence, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé où je pense que tout ça, le truc de la naissance, ça a commencé, tu vois, je me suis coupée en fait de mes émotions, je me suis coupée du monde. Ça a été un moment vraiment difficile et ça a été le moment où j'ai réalisé que ce que les adultes attendaient de moi, c'était du n'importe quoi parce que je voyais la façon dont les adultes vivaient leur vie. Et ma mère, par exemple, le gouvernement, enfin les adultes autour de moi, les profs et tout au lycée, je me disais, mais regardez-vous quoi. Je voyais toute l'hypocrisie et tout ça, mais ça n'a pas été facile, tu vois. Ça a été, j'avais pas de ressources en moi, tu vois. Maintenant, on a plein de ressources et tout ça, Ouais. mais à cette époque-là, j'avais pas du tout de ressources en moi.
Mais tu avais cette J'étais complètement... conscience-là de voir à quel point on Oui, vivait dans une j'avais trop de société faite conscience. d'illusions et de mensonges. Ouais, j'ai lu mes journaux, j'ai gardé certains journaux et quand je dis, je me dis, ouais, ma pauvre, enfin, tu vois, Oui. mon adolescente, je l'ai vraiment pris dans les bras parce que Mhm. j'avais trop de conscience, là, et en même temps, j'étais complètement coupée de mes émotions. J'étais pas du tout en phase avec mes émotions. J'avais beaucoup de colère, mais elle était toute rentrée. Tu vois, Mhm. j'avais pas, pendant un an, j'ai pas parlé avec ma mère. Mhm. Tu vois, donc c'était vraiment un moment. Je crois que ça a été le moment le plus difficile de ma vie, dans le sens où j'avais pas d'outils en fait, Ouais. euh, et que je me sentais juste vraiment très très seule, au-delà de mon histoire personnelle, tu vois, et que j'avais aucun lien avec ma mère. Et ça a été un moment important parce que ça a été le moment où j'ai j'ai décidé de vraiment vivre hors des sentiers battus et hors de ce que me proposait la société. Et je l'ai fait avec vraiment avec comment dire. J'ai fait mes décisions, je les ai toutes prises et au-delà des peurs de ma mère. Et en même temps, j'ai été soutenue aussi par ma mère. Ma mère, même si elle était vraiment apeurée par tout ce que je faisais et que je sortais vraiment de... Ouais, il n'y avait pas trop de sécurité dans ce que je faisais, tu vois. Je prenais des décisions, allez, je pars en Angleterre, j'arrête, j'ai pas eu mon bac, je vais pas le repasser, je fais pas d'études, je m'en vais, j'en ai marre. Et je vais vivre ma vie en Angleterre. Mhm. J'ai vraiment vécu ma vie. Je suis vraiment sortie du système, tu vois. J'avais cette colère-là contre le système. J'ai vécu dans des squats en Angleterre. Parfois, j'allais avec mes amis avec qui je squattais, on allait dans les grands magasins et on allait fouiller dans les poubelles. On allait récupérer la nourriture des poubelles. Tu vois, je voulais vivre vraiment hors du système et trouver d'autres systèmes pour vivre. Par contre, ce que j'ai vu dans ces systèmes-là, où par exemple il y avait beaucoup d'anarchistes, vraiment politisés et tout ça, j'ai vu que dans cet extrême, ils s'enfermaient eux-mêmes aussi dans plein de conditionnements, plein de croyances, etc. Donc, après, mon chemin, ça a été de faire la paix, en fait, avec le système, tu vois, faire la paix avec, bien sûr, ma famille, avec toute mon histoire et tout ça, et me rendre compte qu'en fait, j'avais pas besoin d'être en guerre et en colère, le plus important, c'était d'être en paix et de faire mon chemin euh, dans le système, quoi. J'avais pas besoin de tout éclater et tout ça, que je pouvais très bien créer quelque chose de nouveau en étant en paix avec tout ça. Donc ça a été un beau chemin aussi, ça m'a voilà, beaucoup apporté. Et le Brésil a beaucoup apporté dans ça, Mhm. parce que mon fils, quand j'habitais à Londres, j'ai rencontré beaucoup de Brésiliens. Et j'ai rencontré donc le papa de mon fils. Et donc on a eu un enfant. Et il est parti au Brésil quand mon fils était très petit, donc je suis allée le rejoindre. Et j'ai vécu là-bas pendant environ 3 ans. Et le Brésil, c'est vraiment le pays du cœur. Enfin, c'est vraiment le pays qui m'a reconnectée avec mon cœur, avec mon humanité. Et donc, avec mon cœur, bah, aussi avec ma foi. Pour moi, dans le cœur, il y a aussi bah, le divin. Et au Brésil, j'ai rencontré ça dans les personnes, dans leur façon de voir la vie. En fait, tout le monde là-bas a la foi, que ce soit la foi des esprits, que ce soit la foi de... Il y a beaucoup, bien sûr, de catholiques, c'est un pays qui est catholique, mais il y a des gens qui incorporent des esprits, il y a du chamanisme, il y a plein de choses. Et c'est à travers le chamanisme que j'ai été reconnectée à ma foi. Et ça a aussi été une étape super importante parce que bah, une fois que tu retrouves la foi, et c'est pas forcément la foi en Dieu ou dans quelque chose de religieux, mais c'est juste la foi en la vie, quoi. Et en la foi en quelque chose de plus grand aussi, bah, tu te sens comme soutenu et tu te sens connecté et voilà, c'est vraiment guérisseur, quoi. Ça l'a été pour moi. Mhm. Mm. Magnifique, magnifique. On va y revenir à ça parce que ça, pour moi, c'est vraiment un des symboles forts que tu te rapproches parce qu'encore une fois, ce dharma, c'est un chemin, c'est une quête d'alignement. Et quand on se réaligne et quand qu'on marche vraiment ce chemin qui a été tracé pour nous, pour lequel on s'est incarné, ben, on est soutenu en fait dans cette direction-là la plupart du temps. Mm. Euh, Là aussi, ça peut prendre mille et une formes, mais je trouve que c'est hyper important de garder ça en tête, que justement quand on peut avoir des décisions qui sont difficiles à prendre, et ben juste de garder en tête que si elles sonnent juste vraiment dans nos tripes, dans notre cœur, même Mm. si au niveau de la tête, justement, de nos petits mentaux conditionnés, ça fait pas de sens, mais qu'il y a tout notre corps qui se dit, allez, j'y vais, j'ai peur, mais j'y vais. Et ben de se dire que si c'est vraiment vers là qu'on doit se diriger pour se rapprocher
de notre vérité, et ben, on va être soutenu, c'est sûr, d'une façon ou d'une autre. C'est sûr, c'est sûr. Avant Complètement. d'arriver dans cette partie, j'aimerais bien revenir aussi sur, euh, pardon, sur la partie plutôt challenge, en fait. Parce que une phrase qui m'est venue quand tu racontais ton enfance, que j'aime beaucoup et que moi, qui m'a vraiment fait grandir, qui m'a fait avancer quand on me l'a dite. On me l'a dit en anglais comme souvent, c'était Life never gives you more than you can take. Donc la vie ne te donne jamais plus que ce que tu peux prendre, que ce que tu peux prendre, c'est la traduction littérale, mais de ce que tu peux appréhender, de ce à quoi tu peux faire face. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la vie t'amène un challenge, c'est que tu as les ressources à l'intérieur pour le dépasser, ce challenge, cet obstacle, cette situation. Et donc, c'est presque des cadeaux, en fait, les challenges, même si, encore une fois, sur le moment, c'est loin d'être agréable. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Mais du coup, est-ce que toi, il y aurait certains moments de vie qui étaient clairement inconfortables et qui se sont présentés pour toi sous la forme de challenge, mais qui, sans quoi, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui? Donc, ce premier moment de ma naissance, c'est clairement un. Je pense qu'aussi, ma grossesse, la naissance de mon enfant, c'était un moment où c'était pas forcément fluide avec son papa. T'étais à Londres quand tu as accouché? Oui, okay. On était à Londres. Et après, son papa, il allait voyager en Thaïlande. Et il devait revenir, j'étais enceinte pour l'accouchement et tout ça. Et en fait, il n'a pas pu rentrer, il est brésilien. Il y avait une histoire de papier et il a été ce qu'on appelle déporté, c'est-à-dire retour au Brésil, dans l'avion direct. Et ça a été assez traumatisant pour moi parce que j'avais cette idée vraiment, tu vois, d'avoir une naissance naturelle dans l'eau et que le père soit actif dans la naissance. Tu vois, j'avais vraiment un besoin, en fait, de sentir aussi le papa là, d'avoir ce soutien, etc. Et j'avais vraiment des grosses résistances à tout ce qui était hôpital, etc. par rapport à la naissance, tu vois, mais vraiment, 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 un peu dans l'extrême, tu vois. Et donc ça, c'était quand j'avais 7 mois qu'il a été déporté. 8 mois, je suis allée faire ma dernière retraite de Vipassana. Oh, wow. Tu vois, j'avais vraiment envie de sentir ça, de faire une retraite en étant enceinte et de pouvoir vraiment connecter avec mon bébé. C'était magnifique parce que c'était, voilà, surtout quand tu es enceinte, tu vois, de pouvoir complètement sortir du quotidien, etc. et avoir juste ce silence et cette connexion à toi et à ton bébé. C'était magnifique. Ouais. Par contre, je me souviens que j'avais vraiment faim et qu'il me donnait pas assez à manger. Tu sais, quand t'as déjà fait des retraites, normalement, t'es pas censé manger le soir. Bien sûr, j'étais enceinte. Heureusement, il me donnait à manger le soir, mais il me donnait pas assez, quoi. Et je me souviens qu'à chaque fois, j'allais demander un peu. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à 8 mois, j'ai dit que j'ai fait la retraite de Vipassana parce que ça m'a vraiment aidé après dans tout ce qui s'est passé à la naissance. À 8 mois, je suis allée faire un check-up là-bas en Angleterre, à Londres, voir voilà, si tout allait bien et tout. Et là, la dame me dit, non, j'étais allée avec un couple d'amis. La dame me dit, non, là, ça va pas. Le bébé, en fait, il est pas assez grand. Enfin, il est pas assez, il a pas assez gros, quoi. Et vous avez plus de liquide amniotique. Et en fait, un peu comme ce qui se passe quand tu es en début de pré-éclampsie, je crois qu'on dit en France. Oui. Tu vois ce que c'est? C'est une maladie, donc quand on est enceinte, qui peut être grave et où je crois que la mère peut mourir et l'enfant. Enfin, je me rappelle plus dans les détails, mais je sais que c'est une condition assez sérieuse. En fin de grosse voilà. Et souvent, c'est quand tu as trop de tension artérielle. Donc voilà, j'ai eu ça. Donc finalement, je suis restée à l'hôpital et finalement, j'ai eu une césarienne. Enfin, tout ce que je voulais pas, quoi. Tu vois, pour faire un petit peu rapidement. Donc ça a été vraiment, j'étais à la
presque hystérique, en fait, quand ils m'ont dit non, vous devez rester, vous devez avoir une césarienne et tout ça, tu vois, j'étais enceinte, donc j'étais pleine d'hormones et, mais quoi? Non, ça va pas, je m'en vais maintenant, tu vois. Et heureusement, mes amis étaient là, ils m'ont dit non, attends, Anne, reste un petit peu, on va parler, tout ça. Et voilà, j'étais déjà un peu enfin, j'étais dans le système médical et j'avais pas d'autres opinions, etc. J'avais pas de sage-femme indépendante autour de moi, etc. Donc, à un moment, j'ai décidé d'accepter. Et quand j'ai décidé d'accepter, tu vois, j'avais fait le Vipassana, ça m'a beaucoup aidé. J'ai complètement lâché. Et j'ai fait, OK, maintenant, j'accepte complètement. Je vais avoir cette césarienne et ça va se passer de la meilleure façon qui est possible. Et je vais vraiment m'ouvrir pour ça. Et ça a été assez magique parce que j'ai eu une super équipe. Enfin, ça a été vraiment bien, quoi. Ça s'est super bien passé. Et le matin, je me sentais super bien. J'étais vraiment heureuse. C'était parce que ça avait été aussi beaucoup de stress, en fait. Tout ce qui s'était passé avec Lucas. À un moment, il me disait, oui, son cœur bat pas assez vite, etc. Enfin, bon, tout le... Lucas, c'est ton fils. Je précise. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et ça, c'était vraiment un challenge, mais qui m'a vraiment montré aussi que se lâcher prise, tu vois, pour vraiment accepter en fait ce qui est là, même si c'est pas forcément ce que tu veux et même si c'est ce que tu veux pas du tout. Et c'était aussi le challenge de pas avoir son père en fait qui était là, qui était présent. Et clairement, toute mon histoire avec son papa, qui a été un gros challenge et même qu'il est encore un petit peu, ça m'a énormément fait travailler le masculin, cette relation masculin et bien sûr le père. Tu vois, il y a ça qui se répète du père absent, mon père absent et du père de mon fils aussi absent. Donc ça m'a fait cheminer vraiment sur cette relation entre les femmes et entre les hommes et le patriarcat et tout ça. Ça m'a vraiment mis sur un chemin. Et pour en arriver en fait où le plus important, c'est qu'on puisse se rencontrer, quoi, et qu'on puisse guérir tout ça. Ouais. Wow. Quel parcours, quel parcours. C'est rigolo parce que tu vois, je sais même pas si on en avait déjà parlé, mais enfin, on a quelques points communs parce que moi aussi j'avais très envie d'avoir des naissances naturelles et de pouvoir mettre en pratique toutes ces techniques de méditation, de yoga que j'avais appris. Et puis non, en fait, j'avais des bébés en siège et il se trouve qu'ils pouvaient pas tourner, donc j'ai eu 2 césariennes aussi et voilà. Wow. Et j'ai dû apprendre aussi à lâcher prise par rapport à ça et à réaliser que ce qui est important, c'était d'avoir un bébé en santé, peu importe comment il arrivait. Donc, c'est rigolo. Complètement. C'est rigolo. J'aime bien poser souvent la question après de quelles sont les personnes qui t'ont aidé pardon, à avancer sur ce chemin du Dharma. Mais en fait, tu nous les as déjà quasiment, enfin, pas forcément toutes citées, mais tu en as déjà cité pas mal, en commençant par tes parents, tes grands-parents, ton fils. Son père m'a beaucoup fait avancer, beaucoup travaillé. Oui, lui aussi. J'ai beaucoup évolué dans cette relation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui te viennent en tête? Alors, je rappelle aussi que ces personnes qui nous aident à nous rapprocher de notre dharma, c'est des personnes qui nous font travailler par le challenge, mais ça peut être aussi des personnes qui nous ont beaucoup inspirés et qui nous ont permis d'oser avancer. Ça peut être des accompagnants, des coachs, des guérisseurs, des chamans, comme tu as évoqué tout à l'heure au Brésil peut-être. Ouais, c'est ça qui me vient là quand tu me demandes ça. Donc, ce qui me vient, c'est j'ai eu un maître spirituel, un gourou même, enfin, qui était d'une idée indienne. Vraiment, en sachant que gourou en sanskrit, ça veut dire maître spirituel. C'est pas le truc de la secte comme on peut voir en Occident, même si ça peut l'être. Oui, ça peut l'être. Mais ça peut l'être. Si je me souviens bien, la traduction exacte, c'est celui qui amène de l'ombre à la lumière. Exactement. Ouais. Donc c'est très beau en fait. Et c'est vrai qu'on a plus, ça fait plus du tout partie de notre culture d'avoir quelqu'un à qui on se réfère spirituellement, alors que c'est vraiment très beau quand c'est fait justement de manière saine et qu'il n'y a pas d'abus, évidemment, quoi. Mais c'est dommage parce que c'est un mot très beau qui a été complètement galvaudé. Ouais, complètement. Et moi, tu vois, je venais de l'anarchisme, de tout ça, et jamais j'aurais pensé avoir un maître vraiment.
Mais ça a été quelque chose vraiment du cœur, tu vois, où il y a un truc qui s'est ouvert et en fait, j'avais pas le choix, tu vois, je devais le faire, quoi. Et je suis comme ça, tu vois, quand je sens un truc du cœur, j'y vais, quoi, même si c'est complètement fou et que c'est pas du tout raisonné, tu vois. Et donc là, pareil, le maître, c'était vraiment une ouverture de cœur et ça a été vraiment, ouais, des longs, des beaux enseignements qui m'ont vraiment fait comprendre, en fait, lui, il avait vraiment une approche aussi très psychologique. Donc, il avait une grande connaissance spirituelle aussi de plein de choses, de plein de religions, mais et aussi de voilà qu'est-ce que c'est que la spiritualité, véritable spiritualité, tu vois, de vraiment s'incarner, de vraiment amener la spiritualité dans la matière. Et il avait aussi tout ce côté psychologique de comprendre notre enfant blessé, de comprendre l'ombre et tout ça, le travail de l'ombre. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté et qui fait qui je suis en tant que thérapeute, tu vois, qui fait qui je suis dans mes séances et dans comment je peux accompagner les personnes, c'est vraiment grâce à mon maître qui s'appelait Prem Baba. Et après, dans la même lignée, j'ai eu deux professeurs spirituels, chamaniques, d'un groupe spirituel auquel j'appartenais pendant un moment de ma vie, pendant 6 ans. Mais voilà, je suis sortie de cette famille spirituelle. Mais ça a été vraiment aussi, moi, je peux dire mes parents spirituels et qui m'ont aussi beaucoup accompagnée dans ce travail de l'ombre, dans ce travail de l'enfant blessé et aussi dans cette compréhension des mondes spirituels, si je peux dire. Donc, de ce qui est plus subtil, tu vois, et aussi de qu'est-ce que c'est que quand s'ouvre un espace de guérison, tu vois, de pouvoir ouvrir vraiment un espace, un contenant pour que la guérison puisse arriver. Parce qu'avec eux, on faisait des cérémonies chamaniques et que c'est ça qui se passait. Euh, et en même temps, avec tout cet aspect de la spiritualité, mais là, je parle des différents aspects de la spiritualité. Par exemple, qu'est-ce que c'est que l'énergie christique, tu vois, de l'amour, de la compassion, du pardon, l'énergie de Marie, l'énergie d'autres, par exemple des caboclos du Brésil, parce qu'ils avaient aussi une connexion au Brésil, qui sont les esprits de la nature, etc. Et voilà, c'était un peu un melting pot, quoi, de plusieurs aspects du divin, mais finalement qui sont différents aspects de la même chose, quoi. Et voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, Si, si, mais si. ouais, En tout cas, t'as eu cet accompagnement et des personnes issues voilà, de différentes spiritualités qui t'ont aidé à ouais, avancer sur ce chemin-là qui fait clairement partie de ton dharma, en fait. ouais, La complètement. spiritualité, Et sous quelque forme qu'elle prenne, parce que comme tu l'as dit, elle peut c'est prendre ça, mille et une formes, cette spiritualité. c'est ça. Et j'ai l'impression qu'une fois qu'on a dépassé euh, la perspective humaine de la spiritualité, qui est plus la religion, tu vois, où il y a cette dualité, où il y a tout ce qu'on a pu créer en tant qu'humain avec les guerres de religion et tout ça. Les Une bons fois et que tu arrives à mauvais. l'essence, en fait, pardon, Les bons et les mauvais. c'est ça, ouais, exactement. Et une fois que tu arrives à l'essence, en fait, de la spiritualité, euh, mince, j'ai perdu ce que j'allais dire. Bah oui, qu'en fait, moi, j'arrive à m'identifier avec tous les aspects tu vois, de la spiritualité. C'est-à-dire que je vais avec des bouddhistes, tu vois, il y a plein de choses qui me parlent. Je vais, je sais pas, dans le soufisme, il y a plein de choses qui me parlent. Euh, voilà, vraiment de l'essence, quoi. Euh, ouais. Et il y a une chose que je peux ajouter aussi dans ce qui m'a vraiment inspirée, c'est pas une personne, mais c'est une plante. J'ai beaucoup travaillé avec les plantes médecine et donc avec ce groupe-là dont je parlais. Et c'est l'ayahuasca. Et l'ayahuasca m'a vraiment enseigné énormément et m'a vraiment reconnecté à ma propre nature, à la nature. Et c'est à travers l'ayahuasca que j'ai reconnecté aussi au divin et vraiment, mais à l'essence du divin, au-delà de la religion de ma famille, qui est une famille catholique, au-delà de la religion humaine, de vraiment le religare. Tu sais, en latin, c'est relier en fait. Et c'est ça le mot en fait, c'est relier quoi, le haut avec le bas. Et c'est quelque chose auquel je suis, même si ça fait plus autant partie de mon chemin, c'est quelque chose qui m'habite, quoi, ce qui fait vraiment partie de mon âme. Tu vois, j'ai vraiment une grosse connexion avec le Brésil à ce niveau-là. Voilà, c'est quelque chose qui revient souvent aussi et qui m'a apporté beaucoup dans qui je suis, je pense, en tant qu'humaine, dans ma vie privée, mais aussi dans le côté thérapeutique et professionnel. Wow, que d'expérience. Ayahuasca aussi, c'est clairement quelque chose qui m'intrigue, que je connais que de loin, tu vois, mais de ce que j'en entends, ouais, c'est des expériences hyper fortes. Et là, ce qui me vient,
C'est cette compréhension en fait qu'on fait partie d'un tout, mais d'un tout du vivant de manière générale, pas uniquement humain en fait. Et donc C'est les ça, plantes, les animaux, tout en c'est fait, ça. tous les éléments sur Ouais. Terre font partie. Et c'est génial d'avoir pu goûter à ces expériences de près pour avoir cette conscience-là. Mhm. Et de pouvoir, j'imagine, la transmettre dans tes soins, puisque moi, je Mhm. suis de plus en plus convaincue que, notamment par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, à quel point on peut être manipulé facilement aujourd'hui, c'est parce que on a perdu notre conscience de notre connexion à tout. Ouais. De Donc, notre interdépendance. ouais, Mhm. ouais. Complètement. Super beau, super beau. Écoute, quel Mhm. parcours, tu vois, je suis contente parce que je découvre des choses sur toi et vraiment, c'est waouh, c'est hyper inspirant. Est-ce Et que, j'avoue que j'ai jamais autant parlé de moi, hein, de choses, j'ai jamais parlé de tout ça en fait, dans bah, un live. écoute, Et tu vois, récemment, je me suis rendu compte qu'en fait, avec l'aide de Marjorie, que tu connais mhm, aussi, on a fait un échange de coaching parce qu'on s'est fait former ensemble dans la même formation. Et c'était pour moi le coaching. Et ce qu'on s'est rendu compte ensemble, c'est qu'en fait, dans ce que je transmettais, tu vois, sur les réseaux et tout, les gens savaient pas vraiment qui j'étais. mhm, Tu vois, et que Marjorie me dit, mais en fait, si je t'avais pas connu personnellement, j'aurais jamais su tout ça et ce que tu penses et tout ça, tu vois, j'aurais jamais cru ça de toi, quoi. Et ouais, justement, ma prochaine étape, c'est d'être plus ouverte sur tout ça et de vraiment partager voilà, pour partager mon approche, en fait, de la vie, et, aussi du développement personnel, de la thérapie, de tout ouais. ça, quoi, de l'évolution. Mm. Ouais, c'est ça qui est hyper intéressant de réaliser en fait à quel point tout ce qu'on a vécu, ça peut être Mm. utile à quelqu'un. Et tu sais, toi, tu te dis, Complètement. ouais, bon, c'est ma vie, bon, bah, j'ai vécu ça, ouais. Bon, c'est peut-être un peu différent de ce que la plupart des gens de Montpellier ont vécu, mais ou de France, mais et en fait, moi aussi, tu vois, parfois j'oublie tout ce que j'ai fait, tout Ouais. ce par quoi je suis passée. Et ouais, et de temps en temps, j'ai ces trucs comme ça. Ah, mais attends, ça, je pourrais en parler en fait. J'avais oublié ou ça me paraît anodin, mais non, ça pourrait aider quelqu'un, tu vois. Et très souvent, le jour où tu partages quelque chose comme ça, encore plus quand c'est des choses un petit peu personnelles et intimes, et ben, tu as Ouais. forcément quelqu'un qui te répond, qui te dit ah, merci, vraiment, j'avais justement besoin d'entendre ou de lire ça aujourd'hui. C'est assez magique en fait, Ouais. parce que la manière dont on s'exprime et le fait de trouver le bon canal, pardon, le bon moyen de communication, parce qu'on a tous, certains ont plus de facilité à l'oral, d'autres par écrit, d'autres ça se passe à travers des images, d'autres par l'art, la photographie. Enfin, euh, donc c'est important et le coaching autour du dharma, il aide à affiner ça, tu vois, de trouver quel moyen j'arrive à transmettre en fait tout ce que j'ai à transmettre. Mais quand on le trouve et quand on commence à l'exploiter, les retours qu'on a, tu vois, moi typiquement, je savais pas, mais là les retours que j'ai sur ces interviews, elles sont juste incroyables, quoi. J'ai des amis de lycée qui me contactent que j'avais pas vu Waouh. et qui me disent waouh Perrine, j'ai vu tes interviews, c'est génial et tout ça. Et je me surprends ouais, à être à adorer faire cet exercice. Et je me dis que entre l'excitation que j'ai et les retours positifs, bon bah c'est que ça fait partie de mon chemin dharmique, donc clairement C'est j'ai envie de clair. continuer. Mais bref, pour revenir à toi, ouais, les partages intimes, et c'est clair que c'est clair que je pense que ça peut vraiment toujours être utile. Et tu sais jamais, même si c'est juste à une seule personne, c'est déjà ça, quoi. Donc Complètement. partage, puisque Ouais. vraiment ton parcours, il est juste incroyable. Incroyable. Je vais le faire. Ouais, je vais faire des Ouais, petites vidéos et tout ça. Je vais penser ouais. partager. Et ouais. Vas-y, tu voulais Ouais, ça me parle rajouter ce que quelque tu chose? dis, ouais, juste parce que moi, je me rends compte de plus en plus que c'est dans ces partages-là, mais pas forcément que des partages de réseau, mais aussi des partages de cœur à cœur, tu vois, quand tu es avec quelqu'un, que c'est ce qu'il y a de plus nourrissant dans la vie et que en ce moment, on en a tellement besoin d'avoir juste des partages, de se partager, euh, sans avoir peur de sembler, je sais pas moi, vaniteux ou égoïste, mais au contraire, plus on se partage et vraiment dans la sincérité, dans l'authenticité, la vulnérabilité, plus l'autre va se partager et ça touche, moi en tout cas, en moi, quand j'ai ce genre de partage avec des personnes, ça me touche profondément et ça nourrit quelque chose de très profond et qui me fait vraiment du bien et qui je fais vraiment du bien à mon système nerveux et qui nourrit ma foi, ma confiance en la vie.
Et ouais, j'avais juste envie de partager parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de nourrir, de cultiver de plus en plus. Et donc, on peut aussi transmettre ça, quoi, dans nos partages sur les réseaux. Et c'est ça qui est magnifique, quoi, Ouais. de pouvoir, ouais, se toucher dans notre humanité, dans notre intimité, quoi. Mhm. Ouais, Ouais. ouais, Donc, ouais. merci. On est des êtres de contact. Et pour moi, Ouais. vivre son dharma, c'est vraiment justement oser exprimer sa vérité, oser exprimer son unicité, sa différence, et de s'assumer pleinement. Parce qu'en faisant ça, ben, Mm. on autorise la personne en face à en faire de même. Et qu'est-ce que c'est agréable et confortable d'être droit dans ses bottes et à l'aise avec qui on est, sans vouloir chercher à rentrer dans un moule. Et je parle d'expérience, hein, parce que j'étais la première à vouloir être, tu sais, bien dans les clous Bien et sûr. bien Ouais. parce que c'était mon éducation, parce que c'était mon fond de commerce en termes de personnalité. Ouais. Et qu'en fait, bah, c'était hyper inconfortable, mais pareil, je réalisais pas. Donc, mais que maintenant, mais c'est fou, comme du coup, j'ose dire des choses, j'ose faire des choses parce que je suis en phase et que ce qui est important, c'est ma vérité. Après, quand c'est reçu, et c'est toujours fait dans Complètement. la bienveillance, mais je Ouais. sais pas, enfin, ouais, je trouve que d'être vrai, en fait, parce que c'est ça, hein, tout simplement, dont il Ouais. s'agit. Vivre son dharma, c'est d'être vrai. Ça apporte une telle paix intérieure que moi, c'est ça qui m'anime, tu vois, dans l'accompagnement autour de Super. ça. C'est que ça n'a pas de prix, en fait, d'être bien avec Ouais. soi-même, tout simplement. Parce que, et encore une fois, c'est à l'origine de ce cercle vertueux. Si je suis bien avec moi-même, je vais pouvoir faire en sorte que les autres autour de moi se sentent bien aussi. Et puis voilà, c'est le ripple Ouais. effect, tu sais. Complètement. Ah, Et c'est déjà un énorme, comme on disait au début, quoi, c'est déjà the dharma, quoi. c'est ça, le dharma, c'est juste ça, en fait. Être vrai, être soi-même, au-delà de nos conditionnements familiaux, culturels, sociétals. C'est juste ça. Sociétaux, d'ailleurs, du coup. Et prendre du plaisir à Mhm. être soi. Tu vois, avoir de la joie, du plaisir, tu vois, sortir du sérieux, Absolument. pouvoir rigoler. Ouais. Ouais. Ah ouais, ouais, la joie, c'est un autre des piliers de savoir si on est, si on est sur son chemin, c'est clair. Si ça nous anime, que ça nous enthousiasme, que ça génère de la curiosité, de la joie, de l'euphorie même, c'est très bon signe en général. Complètement. Et après, descendre et accepter complètement quand, tu vois, tu es dans les ombres, dans les processus, quand tu vois des choses en toi que tu n'aimes pas forcément, pouvoir avoir cette bienveillance, ce non-jugement aussi envers toi, quoi. Pouvoir Absolument. t'accueillir. Et... Ouais, Absolument. Et comme on a eu l'occasion d'échanger la semaine dernière, de réaliser qu'il y a certaines parts en fait de nous qui peuvent être dans cette lumière et puis d'autres qui sont encore dans les peurs et dans les blessures et que c'est ok en fait. On est un complètement. tout Ouais. et voilà, c'est toujours cette notion de montagne qu'on chemine, mais aussi à l'intérieur, de montagne russe. J'aime bien l'image de la spirale en fait, que ce chemin du Dharma, c'est pas une ligne droite mais c'est une spirale, quoi, avec ses hauts et ses bas, mais qui avance, quoi qu'il en soit, en fait. Tant qu'on continue à avancer sur ce chemin, qu'on va de l'avant, on peut pas se tromper. Ouais. Est-ce que, pour terminer, ça fait déjà presque une heure qu'on parle, Ouais. euh, pas tout à fait terminé encore, mais est-ce que il y a des synchronicités que tu as envie de partager avec nous, des choses justement complètement incroyables qui te sont arrivées et qui viennent confirmer que, ouais, que telle ou telle période de ta vie, enfin, telle situation faisait partie de ton dharma ou que justement tu t'es senti vraiment soutenu et que tu t'es dit, Ouais. bon, ben, c'est par là qu'on va, quoi, on y va, ou ok. Bah, il y en a une qui m'est venue tout de suite, donc je vais te partager Mhm. celle-là. Euh, donc, j'étais au Brésil pendant environ 3 ans et en 2011, attends, qu'est-ce qui s'est passé? En 2011, c'est quand j'ai décidé de retourner en Inde parce que je sentais un appel sans trop savoir pourquoi. Mhm. Et je commençais à entendre, tu vois, le nom de mon maître spirituel, Prem Baba, je commençais à l'entendre, tu vois, autour de moi. Donc, tu vois, quand tu commences à entendre, plusieurs personnes te parlent de la même chose et tu commences à comprendre que peut-être il faut que tu regardes et que tu ailles voir et tout ça. Donc, je me suis dit, OK,
pour aller en Inde, il va falloir quand même que je repasse en France et que je fasse un peu de sous. Parce qu'au Brésil, c'est pas là forcément où j'allais gagner les sous suffisants pour aller jusqu'en Inde. Donc, je suis repassée en France. J'arrive en France. J'avais déjà donc commencé ce chemin avec l'ayahuasca et ça avait été tellement fort parce que la deuxième cérémonie que j'ai faite, il y a vraiment eu cette reconnexion au divin et donc connexion vraiment à l'énergie d'amour et de comprendre que c'était juste ça en fait le divin et que c'était incroyable et voilà, j'avais juste envie de continuer. Donc, je suis arrivée en France et j'ai demandé, en fait, OK, j'ai envie de continuer l'ayahuasca, ça peut pas finir maintenant, j'ai besoin de continuer. Et une amie qui m'écrit un email et qui me dit, ah, Anne, il y a une cérémonie, est-ce que tu veux venir? Je dis, OK, oui, je veux bien, je viens. Et je vais dans cet endroit, en Ardèche, où il y avait une cérémonie. Et je rencontre la personne qui lidait cette cérémonie et c'était une personne qui était en connexion avec les personnes avec qui j'avais fait mes premières cérémonies au Brésil. Donc, c'était juste incroyable, tu vois, d'arriver en France, dans un petit village de l'Ardèche, et de me retrouver face à une personne qui connaissait ces personnes-là. C'était juste incroyable. Et c'était une cérémonie où on chantait des chants, et on a chanté les chants, des chants de ce maître spirituel, Prem Baba. Et là, j'ai compris que en fait, j'allais en Inde pour aller dans l'ashram de Prem Baba et pour le rencontrer. Et quand je suis arrivée en Inde, dans son ashram, je suis rentrée dans le hall, tu vois, de là où il donnait ses satsangs, donc les sortes de, comment on dit, c'est pas conférence, mais je pense que tout le monde... Ouais, son enseignement, c'est ça. Et je suis rentrée et j'ai eu le cœur qui a commencé à battre fort. Et quand je suis rentrée, ce premier satsang, j'ai su qu'en fait, j'allais m'initier quoi avec ce maître et m'initier dans cette relation de maître à disciple. Ouais, c'est ça, de maître à disciple, qui fait partie de ces lignées indiennes. Donc c'est pas quelque chose de sectaire, peut-être pour expliquer aux gens qui connaissent pas, mais c'est juste vraiment s'engager envers quelqu'un. Et moi, en venant de ce que j'avais vécu avant, de vivre dans des squats, d'être complètement hors système, hors maître et tout ça, c'était vraiment un truc du cœur. Et pareil, tu vois, peut-être que si j'avais en avais parlé à mes amis, ils m'auraient dit mais Anne, t'es folle, mais tu rentres dans une secte et tout. Mais en fait, c'était vraiment quelque chose du corps et j'ai juste répondu à l'appel. Et je pense pas que tout le monde a forcément besoin d'avoir un maître dans sa vie, mais moi j'en avais besoin en tout cas pour arriver à mon propre maître, parce que le maître c'est ça en fait. Et si ça te présente sur ta vie, c'est juste pour qu'il t'amène à toi, à ton propre maître. Et ça a été tout le chemin, plus tout ce qui m'a apporté vraiment de transformation, d'évolution, de compréhension et de tout ce que j'amène dans mon travail thérapeutique qui vient aussi de ces enseignements. Ouais. Wow. Donc ça, c'est synchronicité. C'est incroyable, c'était vraiment, tu sais, tu avais le Brésil d'un côté, l'Ardèche, l'Inde, et puis tout était relié en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Wow. Je reviens juste sur quelque chose, je réalise qu'on n'a pas parlé du tout de Theta Healing. À quel moment finalement le Theta Healing intervient dans ton parcours? Et ça, c'est une bonne histoire aussi. Au Brésil, je suis allée, j'ai vécu pendant 1 an dans la Bahia, donc c'est au nord-est du Brésil. C'est la région afro-brésilienne, une région magnifique. La semaine dernière. Oui. C'est la même. Oui, je connais très bien l'endroit dont elle parlait. Enfin, avec Laura, c'était notre première connexion, tu vois. C'était ça. Quand je l'ai vue, comme on a fait la même formation, toi, moi et Laura, quand j'avais vu son petit texte de présentation, je me suis dit, mais elle, on va devenir. Enfin, je sens que voilà, je vais la connaître et que ça va être une amie, quoi. Et donc, je suis allée vivre dans une vallée qui s'appelle la vallée de la Chapada Diamantina, dans un village qui est une sorte un peu de vortex, tu vois. Genre, t'arrives et t'as tous tes processus qui commencent et tout ça. Tu vois, il y a plein de choses qui se passent. C'est un endroit où il y a beaucoup de monde en recherche du monde entier qui vient dans cet endroit. C'est un petit peu un de ces endroits, comme il y en a plusieurs dans le monde, tu vois, au Guatemala, peut-être en Thaïlande, dans d'autres endroits comme ça. Et où il y avait vraiment une grosse communauté spirituelle et aussi une grosse communauté artistique. Il y avait du cirque, de la musique et tout ça. Et quand je suis arrivée dans cet endroit, j'ai rencontré une Française directement, qui était Julie, qui était mon enseignante de Theta Healing. Et cette Française faisait du Theta Healing. Et donc, elle m'a offert une séance. Et après, j'ai décidé de me former avec elle parce que cette séance m'avait bouleversée, changé la vie et tout ça. Et donc, je me suis formée avec Julie. Et Julie a donné le premier cours de Theta Healing dans cet endroit qui s'appelle Vallée de Capan. Et maintenant, 10 ans après, la Vallée du Capan, ce petit village-là, c'est devenu un peu la Mecque du Theta Healing. Genre, il y a, tu vois, des dizaines de cours par an.
le centre médical du village donne des... Ah mince, j'ai plus de batterie. Attends. Je sais pas comment je vais faire. Bon, mais on a bientôt fini, non, je pense que ça va aller. Oui, oui. Ouais. Le docteur du centre médical du village est aussi formé au Theta Healing. Donc, dans ses consultations, des fois, il préconise de faire une séance de Theta Healing. Tu vois, c'est dingue, quoi. Et c'est là que ça a été ma rencontre avec le Theta. Je crois que le début de ma passion, vraiment. Parce que dans sa première séance, elle allait directement au point que je travaillais depuis des années, tu vois. Et ça a tout changé. Donc, et quand après, même, voilà, elle était j'ai française. continué. Donc, c'était Et un elle joli était petit française, clin quoi. d'œil de Truc l'univers de qui dingue. disait Ouais. detailing, Ah non, mais regarde, c'est ça fou. pourrait peut-être Ouais. t'intéresser. Génial. Génial, génial. Et aussi d'être à l'endroit parce qu'il faut savoir que maintenant, le Theta Healing, c'est une des techniques les plus enseignées et les plus pratiquées au Brésil. C'est vraiment une technique qui est hyper connue, tu vois, comme, je sais pas, comme quoi ici, même le Reiki ici, c'est pas aussi connu que le Theta Healing au Brésil, tu vois. C'est une technique qui est hyper à la mode, que tout le monde fait et tout ça. Et c'est Julie qui a apporté ça, en fait, au Brésil. Tu vois, c'est dingue quand même. C'est fou. Génial. Ouais. Et donc, tu es la Julie française en France, en fait. C'est toi qui vas Ouais. amener ça en France. Bah justement, ça nous amène à ma dernière question. Ah oui, bon, dans ton actualité du moment, un dernier petit truc. Est-ce que tu aurais un conseil aux gens qui nous écoutent ben voilà, de par ton parcours de vie, quelqu'un qui a envie de se rapprocher de son dharma, qu'est-ce que le conseil d'Anne ce soir? Quelqu'un qui a envie de se rapprocher de son dharma, moi, je dirais quelque chose de très simple, tu vois. Aller dans la nature. Aller marcher, aller, je sais pas, faire une randonnée de plusieurs jours, aller vraiment dans la nature, parce que la nature, elle nous ramène à l'essentiel, elle nous ramène à qui on est profondément, à notre véritable nature, et donc forcément à notre dharma, quoi. Moi, la nature, je crois que c'est une de mes plus grandes enseignantes, et c'est l'endroit où je retourne toujours, et c'est l'endroit qui me nourrit le plus, et qui fait le plus de bien à mon système nerveux, et qui me ramène toujours là où il faut, et qui me nourrit profondément. Qui me reconnecte vraiment à ce qui est essentiel, quoi. Donc, aller dans la nature. Aller dans la nature. Ouais, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, cette reconnexion au vivant de manière générale, y compris Ouais, la nature et la végétation, et parce qu'on fait complètement. partie de ça en fait. Et C'est ça. on s'en est coupé, ne serait-ce qu'en vivant dans des maisons, qu'en dormant sur un Complètement. lit, c'est toutes des couches qui nous éloignent de notre état naturel premier en fait. Complètement. Marcher avec des Et le chaussures, moment, enfin, c'est plein de choses ouais, qui nous paraissent tellement, ah bah oui, non, on marche avec des chaussures, non, mais non, en fait, tout ça, c'est des couches qui nous séparent de la Terre, en fait, et de tous complètement. ces autres habitants. Donc, c'est Ouais, tout simple, mais c'est hyper profond, en fait, comme conseil. c'est hyper profond. Et c'est comme ça que je me suis reconnectée vraiment à mon dharma. C'est au Brésil, j'habitais dans une maison au milieu de rien. Je crois que j'avais personne à moins de 1 kilomètre. Et j'étais au milieu de la nature du Brésil, tu vois. J'avais des manguiers, des bananiers, tout ça. Et j'avais le ciel plein d'étoiles tous les soirs. Et j'étais seule avec mon fils, face au ciel et face à la nature. Et ça m'a vraiment reconnectée à ce que tu dis, cette interdépendance et à ma nature profonde, quoi. Ça a été un moment assez magique, quoi. Et j'ai hâte d'y retourner parce que j'y suis pas en ce moment. Je suis au milieu de Montpellier, dans la ville, etc. Mais c'est vraiment là où je me sens le mieux, quoi, à la maison. Ben, je te le souhaite. Là où j'ai besoin de rien. Je te le souhaite. À bientôt. Ben, du coup, pour terminer, est-ce que tu voudrais partager ton actualité du moment, ou est-ce qu'on Ouais. peut trouver Anne et ceux qui sont interpellés justement par le Theta Healing, vu qu'on a évoqué le sujet? Ouais. Vous pouvez me trouver sur mon compte, vous pouvez me suivre et mon actualité, c'est principalement des séances en ce moment. Là, je fais un petit cursus de formation qui a commencé ce week-end. On aurait dû faire l'interview la semaine dernière. Ouais. Mais voilà, les prochaines formations en Theta Healing, ça va être au début de l'année, en janvier ou en février. J'ai pas encore posé les dates. Et là, je suis en train de préparer l'année qui vient, vraiment janvier. Tu vois, pas l'année scolaire, mais cette année-là. Et avec des propositions de groupes en ligne, justement de cercles, mais en ligne. Peut-être aussi de cercles présentiels, mais à Montpellier. Des propositions de live aussi, donc de soins. Je fais des soins en live sur mon compte.
de lecture intuitive. Donc, ce qu'on fait avec le Titaning aussi, c'est qu'on fait des lectures intuitives. Donc, quelqu'un vient avec une question sur ce qu'il vit en ce moment, par exemple, et ça va pas très bien dans sa relation, il a envie de comprendre, d'avoir une guidance. Donc, ça, c'est live par rapport à ça. Et aussi pour un programme, j'ai vraiment envie et je sens qu'il y a quelque chose qui est en train d'être créé, là, plutôt d'être généré, tu vois. Je suis un peu comme enceinte et qu'il y a un programme qui va sortir et je sens que ça va être un programme de groupe, pas un programme pour accompagner des personnes individuellement, mais et sûrement pour des femmes et où je vais vraiment amener ça, qui je suis, mon approche et je sais pas exactement encore ce que ça va être, mais c'est vraiment juste pour j'ai l'impression pour se reconnecter à son humanité et être humaine. Et pour moi, être humaine, c'est être alignée entre le haut et le bas et les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et la main sur le cœur. Magnifique, Mm. magnifique. Bah écoute, c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup. Merci, Merci merci à toi. d'avoir accepté cette invitation, d'avoir partagé ton parcours incroyable. Et puis, bah ouais, continue de Merci. partager parce que je suis sûre qu'il peut vraiment inspirer plus d'une personne. Donc, ouais, Merci. continue de briller. Merci. Merci, ma belle. Merci, Perrine, pour cet espace aussi. Voilà, pour qu'on puisse se partager et puis pour justement que cet espace et tout ce que tu fais, tous ces lives puissent toucher les personnes qui les regardent. Ouais, ouais, et Ouais, à nouveau, ce que je dis à chaque fois, mais de réaliser que ça peut prendre mille et une formes de vivre son complètement. dharma et qu'il n'y a pas une recette qui marche pour tout le monde et que justement, on est tous Complètement. différents et qu'on a tous des chemins différents. Euh, donc, voilà. Et que parfois, ouais, ça Mhm. passe par oser faire des sauts dans le vide ou pas d'ailleurs, c'est pas non plus la recette magique pour tout le monde. Euh, Complètement, ouais. ça n'a pas besoin d'être grandiose, ça peut l'être, mais pas forcément. Et voilà, ce qui compte, c'est comment ça vous fait vibrer vous à l'intérieur. Complètement. Merci à tout le monde qui était là en Merci. live. Ouais, Je prends rarement le merci temps à de lire tous. les commentaires, mais j'en ai vu quelques-uns. Merci, merci. Et puis, le replay sera disponible sur mon compte et je le mets aussi sur YouTube, donc je t'enverrai le lien. Génial. Merci, ma belle. Bonne soirée. Merci Anne, merci tout le Au monde, à revoir à tous. bientôt. À bientôt. Salut.